Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous devez sûrement vous souvenir d'un nom. Tatsuki Fujimoto. Eh bien, avant Chainsaw Man, cet homme avait déjà créé quelque chose d'encore plus absurde, encore plus extrême. Un véritable rat de laboratoire où il a testé toutes ses folies créatives. Je vous présente Fire Punch. Imagine une terre que le froid a dévorée. Des villes ensevelies, des océans transformés en tombeaux, des humains réduits à survivre coûte que coûte. Dans ce monde, on appelle bénis ceux qui portent des pouvoirs inexplicables. Parmi eux, des enfants, Agni et Luna, frères et sœurs capables de se régénérer. Pour que leur amour ne meure pas de faim, Agni s'ampute, encore et encore, et offre sa chair qui repousse, le sacrifice comme seul pain quotidien. Sans le savoir, il crée un véritable village cannibale. Un jour, les soldats passent. Leur chef s'appelle Doma. Ce pouvoir, un feu qui ne s'éteint jamais. Il juge le village cannibale, problématique et immoral, et rend son verdict. Le brasier avale tout. Luna disparaît, le village avec. Agni brûle, mais ne meurt pas. Ce pouvoir le rattache à la vie. Les flammes de Doma l'attachent à la douleur. Des mois, des années à hurler, à régénérer, à brûler, encore et encore. Puis un jour, la torche humaine se relève. Dans ses cendres ne reste qu'un moteur, la vengeance. Ainsi naît la légende, Fire Punch. Agni marche dans la neige éternelle. Chaque pas grésille, chaque souffle fume. Très vite, sa silhouette en flamme devient une vision. On l'adore, on le craint et on le suit. Des survivants le proclament dieu du feu, d'autres le traquent comme un monstre. Agni ne veut être ni l'un ni l'autre, et veut Doma. Sur la route qui mène à la cité Ita BM-Dorg, Agni affronte Judas, une bénie au sommet de l'ordre qui gouverne ce bastion. Judas le met hors d'état de nuire et compte l'emmener vivant à la forteresse, où un jeune garçon Sun est déjà réduit en esclave batterie pour alimenter la ville. Le feu d'Agni n'alimente pas les machines, il alimente la foi, et BM-Dorg, lui, carbure à l'esclavage. Une femme nommée Togata massacre une escorte entière, arrache Agni au convoi, mais Agni n'oublie pas. Judas a un visage qui ressemble à Luna. Cette ressemblance fit surtout chez lui, la haine, la mémoire et la raison. C'est alors qu'entre en scène Togata, une bénie à la régénération insolente, obsédée par le cinéma. Dans ce monde brisé, Togata veut tourner le film ultime, la quête d'Agni. Caméra à la main, il met en scène la vengeance, écrit des répliques, impose des poses héroïques et cherche le plan parfait. Agni devient acteur de sa propre souffrance, l'art comme appareil respiratoire et comme outil de manipulation. BM-Dorg est une civilisation de ruines qui s'est donné des lois atroces. Esclavage, expérimentation, propagande et domination par la peur. Quand Agni y pénètre, ses flammes se répandent, la cité tombe en cendres et, dans l'incendie, des foules sont libérées. Pas de la faim, pas du froid, mais au moins de leur chaîne. Judas, privé de mission, tente de mettre fin à ses jours dans le feu d'Agni. Mais une silhouette intervient, la sorcière de glace. Elle décapite Judas et emporte sa tête. Oui, la sorcière existe, ou du moins, quelqu'un qui revendique ce nom, Sulya. Elle prétend contrôler une science plus qu'un sortilège, et elle a un plan. Togata a une idée fixe. Faire d'Agni un film, et faire du film une croyance. Mettre un cadre à la douleur, un scénario à la vengeance, un prophète au peuple. Agni devient l'icône qu'on projette pour rallier, rassurer et diriger. Dans Fire Punch, le cinéma n'est pas qu'un art, c'est une arme. Il met en scène un dieu pour tenir un monde en bord d'effondrement. Et plus tard, ce récit filmé nourrira un véritable culte, l'agnisme. À un moment, un voile se lève. Et s'il n'y avait jamais eu de sorcière? Et si la Terre était qu'entrée dans une nouvelle ère glaciaire? Cette démystification fissure à la fois des foules, avant d'être recompliquée par Sulya qui revient affirmer l'inverse. Elle se dit sorcière de glace, parle d'humains évolués et propose un rituel scientifique pour réchauffer le monde. Le plan de Sulya, transformer Judas en arbre au monde qui absorbera la vie pour dégeler la planète. Agni accepte d'aider, mais le pouvoir de Sulya éteint ses flammes. Privé de feu, Agni cesse de se régénérer et retombe à l'état d'homme blessé. Judas survit, mais perd la mémoire. Agni, brisé et seul, l'appelle Luna. Se reconstruisent dans une mine de sel, loin des cris et des croyances, un havre fragile. Pendant ce temps, le garçon Sun devient le prophète d'une religion nouvelle, l'agnisme. Ce culte vénère Agni, réécrit la douleur en évangile, transforme le film en scripture. Quand Luna, anciennement Judas, est kidnappée, Sulya tente de pousser Sun au sacrifice nécessaire. La dispute tourne mal. Sun, au nom d'Agni, décapite Sulya. Le monde n'a plus de sorcières. Il n'y a plus que des récits qui se dévorent entre eux. Agni repart, replonge et redevient sa propre icône, Fire Punch. La bataille contre les Agnis ravage ce qu'il restait des liens. Sun meurt, Judas, pour sauver et achever à la fois, abîme le cerveau d'Agni. Elle coupe la partie qui maintenait sa régénération en boucle. Agni perd la mémoire, meurt symboliquement et renaît neutre, vide et sans passé. On le rebaptise Sun, et Judas, finalement, termine le rituel du grand arbre. Le monde peut être dégelé, au prix de tout. 80 ans passent, la terre commence à fondre. Agni, désormais appelé Sun, vit près des racines de l'arbre de Judas. On lui remet la caméra de Togata, pleine de rushs muets et illisibles.
Son propre mythe ne lui parle plus. Le film qui a bâti un dieu ne raconte rien à l'homme qui subsiste. Et voilà, vous connaissez désormais toute l'histoire de Fire Punch, mais je tiens à clarifier quelque chose, si vous n'aviez pas tout compris, c'est tout à fait normal. Mais surtout, on va clarifier ça ensemble dans la suite de la vidéo. Fire Punch, c'est un récit démentiel, violent et même parfois absurde, mais ça serait une erreur de simplement le réduire à ça. Parce que en réalité, Fire Punch, c'est pas une simple histoire, c'est une véritable expérience. Une expérience dont vous et moi sommes les cobayes. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Vous l'avez compris, Fire Punch c'est pas un manga comme les autres. C'est une expérience, une sorte de laboratoire où Tatsuki Fujimoto a testé toutes ses idées les plus folles et les plus extrêmes. Et dans cette expérience, les cobayes c'est pas Agni ni même la sorcière de glace ou Judas, c'est nous, les lecteurs. À chaque chapitre, Fujimoto nous pousse dans nos retranchements. Il nous choque avec la cruauté, il nous déstabilise avec l'absurde. Mais surtout, il nous piège avec des retournements qui brisent toutes nos attentes. Fire Punch c'est un test pour savoir jusqu'à où nous pouvons aller avant de détourner le regard. Jusqu'à où pouvons-nous accepter la violence, le nihilisme, l'horreur sans fermer le livre. Et pour le coup, c'est ça la véritable expérience Fire Punch. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à observer nos réactions, à comprendre ce qui fait qu'un lecteur tienne bon ou bien arrête en cours de route. Et dans un sens, Fire Punch c'est un cauchemar contrôlé, un cauchemar dont Fujimoto tire les ficelles. Et nous, on avance dedans, fascinés, terrifiés ou même parfois incapables de lâcher l'œuvre. Mais alors, à travers ce laboratoire de folie, quel message Fujimoto cherche-t-il à nous transmettre? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment nous dire à travers cet enfer de glace et de flammes? C'est ce qu'on va voir maintenant. Derrière ces flammes et sa violence, Fire Punch n'est pas qu'une succession de chocs. C'est une œuvre qui porte plusieurs messages, à la fois troublante, nihiliste, mais aussi profondément humain. Le premier message que j'ai assez rapidement compris, c'est celui de la religion et de la manipulation. En fait, tout au long de l'histoire, les personnages cherchent désespérément un sens à leur souffrance. Alors, ils se raccrochent à des figures divines, à des messies, quitte à inventer des mythes pour survivre. D'un côté, on a Agni, qui devient le dieu du feu dans un monde de glace, mais surtout, la neige, elle, qui incarne le désespoir, est attribuée à une sorcière maléfique. Et ça, c'est dit directement dans l'œuvre. Il faut rassembler le peuple autour d'une idée fixe, mais surtout une idée qui plaît. Le fait d'attribuer le malheur de tout le monde, qui est donc la neige, à un personnage qui est la sorcière de glace, et qu'on dit au peuple entier que si la sorcière de glace venait à mourir, la glace disparaîtrait. En fait, tout cela, ça anime une sorte de foi auprès du peuple. Le peuple se dit qu'il suffit de battre un seul humain, une seule entité, pour parvenir au bout du malheur de centaines de millions ou de millions de personnes. Et cela anime la foi auprès du peuple, car le peuple se dit qu'il suffit simplement de vaincre une entité qui est la sorcière de glace pour parvenir au bout du malheur qui cause bien la mort de milliers et de milliers de personnes dans le monde. Et bien sûr, ce mensonge, il est beaucoup plus simple que plutôt dire au monde entier, bien que la Terre est condamnée dans une période d'ère glaciaire. On crée donc une entité imaginaire qui va alimenter les espoirs afin de mieux contrôler la population. Mais surtout, c'est dans un monde fragilisé où les gens n'ont plus d'espoir qu'on est amené à créer surtout des religions, des croyances, afin de se réconforter soi-même dans son idée qu'on n'est pas simplement dans un monde sans sens où on va simplement mourir. Et c'est donc ce qui s'est passé avec l'agnisme, qui est donc la religion d'Agni, de Fire Punch. Pourquoi on a créé cette religion? Tout simplement parce que Agni est une entité qui brûle dans un monde de glace. Et en fait, les gens sont tant habitués à la glace, tant habitués au désespoir, que voir une lueur de feu, ça peut leur paraître simplement comme un message, comme un dieu, comme une entité complètement divine. Et les gens en fait sont complètement omnibulés par cela, par le contraste entre le feu et la neige, entre l'espoir et le désespoir, qu'ils en oublient totalement bien le rationnel, qui est de se dire qu'en fait Agni n'est simplement pas un dieu, mais simplement un béni qui a un pouvoir de régénération et qui brûle en permanence. L'espoir et le désespoir a donc réellement un impact sur la mentalité des gens, mais surtout leur capacité à croire et à créer. Tant qu'on est, comme on est dans un petit peu le sujet des manipulations, mais surtout de la croyance, j'aimerais vous parler du personnage de Luna. Luna qui est donc au tout début de l'œuvre, qui est la sœur d'Agni dans leur petit hameau. Et je trouve qu'en fait que ce personnage est bien plus complexe que ce que l'on pourrait penser. À première vue, Luna est littéralement le personnage angélique de l'œuvre. On nous présente un monde donc en neige complètement désespéré, où les gens sont sur le point de mourir, mais on y dresse le personnage de Luna, qui reste tout de même joyeuse et qui apporte du bonheur à son frère. Elle incarne l'innocence, mais aussi la pureté. Elle aime son frère, le soutient, et elle est sa seule raison de vivre. Mais personnellement, je trouve que si on regarde de plus près, Luna est en réalité l'un des personnages les plus cruels et inhumains de Fire Punch. Je m'explique. Déjà dès le début, celle qui pose les bases et qui dresse notamment le malaise de l'œuvre, car dès le début, elle propose à Agni une relation incestueuse sous prétexte que de toute façon, y a plus d'humanité, il y a plus de règles, on peut faire ce qu'on veut. Dès le début de l'œuvre, en fait, elle dresse le fait qu'il n'y ait plus de morale et qu'on est directement dans un monde de chaos. C'est elle qui incarne ce manque d'autorité, ce libre arbitre complet en fait.
Mais surtout, ce qui m'a fait tilter, c'est que c'est encore une fois elle qui lui demande de continuer à vivre alors qu'il brûle vif. Elle a elle-même expérimenté ce que ça faisait de brûler, elle a expérimenté la douleur, elle voit que son frère est capable de se régénérer à l'infini en brûlant, mais elle lui demande encore une fois de vivre avec ce feu, de vivre avec cette souffrance. Et personnellement, je trouve ça réellement égoïste. Mais c'est pas parce que tu aimes une personne que tu vas lui demander de vivre. Et je pense qu'au contraire, ça dépend littéralement de la situation et du monde dans lequel tu es. Premièrement, tu es dans un monde sans aucun espoir, et ça tu vois littéralement avec la neige qui augmente de plus en plus, mais surtout, là le mec est littéralement en train de brûler à l'infini, le mec se fait brûler en boucle. Et tu lui demandes de vivre avec ça, tu lui demandes de vivre avec la souffrance. Je trouve que c'est littéralement de l'égoïsme, mais surtout du sadisme. Mais aussi, c'est l'image de Luna qui pousse Agni à massacrer le village entier et surtout à tuer Doma. Alors ce n'est certes pas forcément Luna elle-même qui l'a dit, mais c'est la vision d'Agni, ce qu'il a connaissance encore de Luna, qui lui pousse justement à aller brûler ce village. C'est donc ce qui lui reste de Luna, et ce qui lui reste de Luna est clairement totalement négatif. Poussé à faire des victimes simplement pour assouvir sa vengeance, et notamment celle de sa sœur, c'est littéralement, entre guillemets, on brise littéralement le code du personnage Angélique qui en fait préfère mourir sans faire de victimes plutôt que de mourir et de tuer les gens qui l'ont tué. On a littéralement l'image d'une personne qui est morte et qui veut assouvir sa vengeance personnelle à travers une autre personne, qui plus est encore une fois ici son frère qui brûle à l'infini dans un monde de neige. En bref, Luna c'est le contraste absolu, un sourire angélique mais des paroles d'une violence glaciale. Et Fujimoto à travers elle nous envoie un message brutal. Le mal ne vient pas forcément des monstres ni même des tyrans, parfois il naît de ceux qu'on aime, de ceux qu'on croit bons, mais qui projettent leurs désirs égoïstes sur nous. En d'autres termes, Luna est une sorte de miroir. Elle incarne cette part d'humanité tordue qui peut justifier l'injustifiable. Mais c'est surtout cette contradiction qui rend Fire Punch extrêmement dérangeant. Il détruit la frontière entre l'innocence et la cruauté. Et si Luna incarne l'innocence monstrueuse, Togata, elle, c'est tout l'inverse. Une brutalité apparente qui cache une humanité tragique. Togata se présente comme une survivante sans filtre. Elle est vulgaire, excentrique, toujours dans la provocation. Elle rit dans les moments les plus sombres, elle semble insensible à la douleur, presque détachée de l'horreur qui l'entoure. Mais en réalité, cette façade n'est qu'un masque. Mais donc derrière ce personnage qui est en façade bordélique et qui est surtout insensible, on découvre un secret, le fait que Togata est en réalité un personnage qui est trans, un personnage qui est donc jugé comme différent, déjà dans une société qui est totalement anarchique, dans un monde anarchique, un monde donc de période glaciale. Imagine être dans un monde où il n'y a plus de règles, un monde totalement en bordel, mais surtout te sentir complètement différent, te sentir hors norme. Dans le peu de société qui reste, tu ne te sens toi même pas à ta place, tu ne te sens même pas inclus, car tu sais toi-même que tu es différent des autres. Et c'est donc là qu'on découvre la façon à Togata de s'échapper de tout ça, c'est le cinéma. Et on peut faire un parallèle avec Fujimoto, et on le sait très bien parce que Fujimoto lui aussi adore le cinéma, et c'est pour ça que je trouve le personnage de Togata vraiment très important et très très bien écrit. C'est que réellement on a un parallèle avec un tas de choses, mais surtout un parallèle avec l'auteur, et on sait tous très bien que un personnage qui incarne une partie de l'auteur, c'est forcément un personnage qui va être très bien écrit. Parce que l'auteur, à travers le personnage, il retranscrit une partie de lui et toutes ses idées avec. Le cinéma, pour Togata, c'est pas uniquement un simple divertissement, c'est vraiment sa raison de vivre, le seul langage qui lui permet de supporter l'absurde. Filmer Agni, transformer son calvaire en récit, chercher le plan parfait. Ce n'est pas qu'une lubie, c'est sa manière de donner du sens à un monde qui en a plus. Là où les autres survivent pour manger, se venger ou juste continuer d'avancer, Togata vit pour l'image, pour l'histoire et surtout pour l'art. Et c'est là que son contraste avec Luna devient extrêmement fascinant. C'est que Luna, elle, a la sourire angélique qui cache en réalité une cruauté glaciale. Togata, elle, c'est la folie apparente qui cache en réalité une forme de tendresse. Deux miroirs inversés, deux façons opposées de survivre dans un monde condamné. Avec Togata, Fujimoto ne nous offre pas simplement un comique relief. Il nous donne un personnage qui incarne une vérité universelle. Parfois on rit pour ne pas pleurer, parfois on transforme notre douleur en art, et parfois, derrière la brutalité, il y a plus de sincérité que dans les plus beaux sourires. Togata c'est ça, un être cassé, mais qui choisit de vivre pour filmer. Et sincèrement, dans un monde où tout semble mort, je pense que c'est réellement l'attitude la plus humaine qui existe. Mais ce qui est fascinant, et c'est sur ce point-là que j'arrêterai avec Togata et Luna, c'est que malgré leur opposition, leur contraste totalement différent, Luna et Togata finissent par se rejoindre sur une même idée. Le fait que Agni doit vivre. Mais en fait, cet égoïsme entre les deux personnages n'a pas du tout la même signification.
Pour Luna, c'est avant tout un ordre qui paraît plutôt cruel. Elle veut que son frère continue d'exister, même si cela signifie souffrir pour l'éternité, brûler sans fin, massacrer sans raison, et vivre pour elle, c'est surtout posséder son frère. Elle veut réellement avoir en fait, entre guillemets, un contrôle sur sa vie, car à partir du moment où tu demandes à une personne de vivre, alors que lui ne veut pas, de manière indirecte, tu contrôles un petit peu ce qu'il subit et ce qu'il va faire à l'avenir. Mais pour Togata, je trouve ça différent parce qu'elle veut qu'Agni vive pour que son histoire existe, pour que son calvaire ait enfin un sens, une trace, une valeur artistique, mais surtout, pour donner un sens à sa vie entière, à tout ce qu'elle a vécu. Il y a en fait deux visions qui sont totalement opposées, mais qui ramènent certes Agni au même point. Continuer à avancer malgré la douleur, malgré l'absurde, et c'est là que Fujimoto frappe très fort dans Fire Punch. Vivre, c'est pas une bénédiction, c'est un fardeau, et ça, on le comprend très facilement avec le personnage d'Agni. Et dans un monde comme celui-ci, rares sont les personnes qui vivent pour elles, mais beaucoup sont les personnes qui vivent pour les autres. Un autre message que j'ai trouvé très intéressant dans Fire Punch, c'est le message de l'absurde et de la souffrance. Dans Fire Punch, rien n'a de sens. Quand on lit l'œuvre, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est totalement what the fuck, on ne comprend rien, et c'est totalement illogique en fait. Pourquoi vivre quand tout n'est que douleur? Pourquoi continuer à marcher quand on brûle en permanence, condamné à ne jamais mourir? Et donc à travers Agni, et selon Fujimoto, il nous confronte à l'idée que le sens de la vie n'est pas forcément donné par un dieu, comme par exemple la sorcière de glace ou même Agni, ni même par un destin, mais réellement par nous-mêmes. C'est en choisissant d'avancer malgré l'absurde qu'Agni devient humain. Et enfin, je dirais qu'il y a un message ultime, c'est la fin du monde. Le fait que la sorcière de glace en fait n'est pas une entité maléfique, mais plutôt une entité inventée de toutes pièces pour donner espoir au peuple. C'est pas un démon à vaincre, c'est une simple survivante qui sait qu'en fait la Terre, elle est condamnée. Son véritable objectif est de mettre fin à la souffrance, de geler définitivement ce monde. Et là, Fujimoto nous pose une question brutale. Faut-il préserver la vie à tout prix, même dans la douleur, ou bien faut-il accepter la mort comme une délivrance? Au final, Fire Punch n'apporte pas de réponse. Il nous enferme dans son cauchemar et nous oblige à réfléchir, à ressentir. Encore une fois, nous sommes les cobayes de son expérience. Et c'est précisément pour ça que son œuvre divise autant. Parce que oui, Fire Punch fascine, mais Fire Punch dérange. Et malgré sa puissance, il y a des raisons de pourquoi cette œuvre ne deviendra jamais grande. Et c'est ce qu'on va explorer dès maintenant. Fire Punch est un manga unique, une œuvre radicale, excessive et dérangeante. Fujimoto a testé les limites de ce que pourrait être un shonen, ou même un récit de fiction. Mais justement, c'est aussi pour ça que Fire Punch ne deviendra jamais une grande œuvre au sens classique du terme. D'abord parce qu'il est trop expérimental. Fire Punch, c'est pas une histoire qui cherche à plaire à tout le monde. C'est un récit qui cherche à choquer, à déranger, à repousser le lecteur dans ses retranchements. Et ce genre d'œuvre, par définition, ça divise. Certains y verront du génie, d'autres n'y verront que du chaos incohérent. Et ensuite, parce que Fire Punch justement est instable, Fujimoto part dans tous les sens. Trame familiale, satire religieuse, cinéma, post-apocalyptique, inceste, body horror ou même l'absurde comique, c'est une œuvre qui tient pas en place, qui change de ton brutalement, parfois même de genre. Et cette instabilité qui fait sa force, fait aussi sa faiblesse. Difficile pour le grand public de s'y accrocher sans décrocher. Et puis il y a aussi le fait que Fire Punch est volontairement cruel avec son lecteur. C'est un manga qui ne récompense pas du tout l'investissement émotionnel. Il nous donne des mouvements bouleversants, mais aussitôt il est détruit par l'absurde ou l'horreur. C'est une œuvre qui refuse de faire plaisir et c'est aussi ce qui fait qu'elle ne deviendra jamais universelle. En réalité, Fire Punch est une expérience cauchemardesque, pas un monument de la fiction. C'est un brouillon génial, le terrain d'essai d'un auteur qui allait plus tard canaliser sa folie dans Chainsaw Man. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Fire Punch n'a pas la vocation de devenir une grande œuvre intemporelle, mais il restera jamais connu comme l'un des mangas les plus extrêmes, les plus radicaux, les plus dérangeants jamais publiés.